La substitution du nom de Mali à celui de Soudan français fut l'une des expressions les plus fortes de la volonté de rupture des premiers dirigeants de mon pays avec le système colonial. Les hommes et les femmes nouveaux que nous étions devenus ressentaient une folle envie d'explorer et de se réapproprier leur passé. Faute de quoi, toute rupture véritable aurait été insupportable et suicidaire. La nuit de la proclamation de l'indépendance fut à cet égard décisive et mémorable. Nous nous sommes mis ce soir-là à l'écoute de notre pays, de notre histoire et de nous-mêmes. Le vieil Aed, Bazoumana Sissoko, nous restitua le passé du Mali avec l'éloquence et la force de conviction qui le caractérisaient. Il rappelait que le pays dont nous célébrions la naissance tenait son nom d'un empire qui avait vu le jour au Ve siècle en pays mandé et qui, à son apogée au XIVe siècle, s'étendait de l'Atlantique aux confins du Sahara. Aux jeunes gens de ma génération qui venaient de franchir le seuil de l'école au lendemain de l'indépendance, l'occasion allait s'offrir, à la lumière des sources écrites et au contact d'enseignants maliens et africains engagés comme Ly Baïda, de relire l'histoire et de forger notre jeune et nouvelle conscience politique et historique. Nous apprenions de même que par les chants et récits des griots, que nous venions de quelque part, que nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois, comme on nous l'avait enseigné à l'école primaire, mais des hommes et des femmes debout qui avaient résisté aux descendants de ces derniers. Il m'arrive souvent de repenser à ces années où tous les espoirs semblaient permis, et de m'interroger sur les politiques, les hommes qui les ont mis en œuvre et les circonstances de leur échec. Les dirigeants de la Première République s'étaient engagés sur la voie du socialisme qui leur semblait bonne parce que conforme aux intérêts économiques et politiques du Mali, à nos réalités. La création de la valeur ajoutée aux produits agricoles par des entreprises nationales pourvoyeuses d'emplois et aptes à répondre aux besoins alimentaires de la population était l'un des principaux axes de la construction du nouveau Mali. C'était pure folie, nous apprend-on aujourd'hui. Et pourtant, que penser de ces confitures et de ces jus de fruits naturels, mangue, goyave, tomates, tamarin, que nous dégustions avec bonheur? Et que serions-nous devenus, les Maliens et Maliennes de ma génération, n'eût été la politique de dépenses publiques de l'époque qui nous a assuré gratuitement un enseignement de qualité, des fournitures, des soins de santé, un internat et des bourses d'études. Pourquoi a-t-il fallu et faut-il encore que les 3/4 des enfants qui nous ont emboîté le pas à l'école soient aujourd'hui privés de ce minimum requis? Des analystes et des observateurs libéraux ont qualifié le régime socialiste de Modibo Keïta de dictatorial et la volonté politique de privilégier les intérêts du peuple malien qui le caractérisait de choix économiques désastreux. De fait, la Première République n'a pas atteint ses objectifs comme la quasi-totalité des États africains qui ont vu le jour sous la guerre froide. Le tort de la première génération de décideurs maliens fut de tenir tête à la France en nationalisant les entreprises existantes et en créant d'autres de même statut, en recentrant la production sur les besoins des consommateurs, en se dotant d'une monnaie nationale, le franc malien, en fermant les bases militaires françaises. La France, défiée, a torpillé le Mali en quête de liberté et d'autonomie. La coopération avec le bloc de l'Est fut interprétée, selon le jeu des alliances de l'époque, comme une trahison qui n'allait pas rester impunie. La gestion interne a elle aussi suscité des frustrations. Le mécontentement, et pour finir la contestation. La gestion interne a elle aussi suscité des frustrations. Le mécontentement, et pour finir la contestation. Dans ce pays où la majorité des actifs vivaient du commerce, l'État a eu le tort de confier le monopole des importations et des exportations à la Somiex, Société malienne d'importation et d'exportation. Le consommateur malien
qui lorgnait la situation des pays voisins et amis de la France, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ne pouvait que se sentir lésé. Tandis qu'il était condamné chez lui à gérer la pénurie, l'abondance régnait dans ces pays dont les produits entraient en contrebande au Mali. Au plan macroéconomique, l'État n'a pu combler ses déficits budgétaires. Le coût de la vie a doublé entre 1962 et 68. Le mécontentement était particulièrement prononcé en milieu rural, où les innovations du régime en matière de production, champs collectifs et de commercialisation des produits par voie de coopérative heurtaient les intérêts immédiats des paysans. Le Mali dut finalement revenir dans le giron de la France avec la signature en 1967 des accords de coopération monétaire. Le franc malien fut dévalué de 50% le 6 mai 1967. En moins d'une décennie, l'expérience malienne d'un développement endogène, centré sur la valorisation des ressources locales et la satisfaction des besoins prioritaires de la population, s'était essoufflée. Le coup d'État militaire survint en novembre 68. La Deuxième République devait déconstruire le système antérieur en commençant par libéraliser le commerce. L'ouverture au marché allait se faire sur la base de l'exportation de matières premières et de l'importation de produits manufacturés. Le peuple malien pouvait de nouveau consommer des produits importés et assister au bradage des dizaines d'entreprises laborieusement mises en place. Les privatisations allaient bon train, d'autant plus qu'elles permettaient à l'État de renflouer ses caisses et à la classe dirigeante de se servir et d'entretenir la clientèle. Les clivages entre riches et pauvres s'accentuèrent tout au long des années 70, tandis que l'encours de la dette extérieure gonflait. Au plan politique, le régime militaire, qui devait n'être que transitoire, s'est incrusté tout en parlant de démocratie.